préparation mentale qui accompagne le travail en profondeur est également nécessaire pour améliorer vos capacités. Autrement dit, le travail en profondeur constituait précisément le type d'effort qu'il fallait fournir pour sortir du lot dans un domaine cognitivement exigeant tel que la psychiatrie universitaire du début du XXe siècle. Le terme « travail en profondeur » est mien et n'aurait pas été employé par Carl Jung, mais ses actes au cours de cette période étaient ceux d'un homme qui en cernait le concept associé. Jung a construit une tour en pierre dans les bois afin de favoriser le travail en profondeur dans sa vie professionnelle, tâche qui a demandé du temps, de l'énergie et de l'argent. Cette entreprise l'a également éloigné d'activités plus urgentes. Comme l'écrit Mason Currey, les journées typiques passées par Jung à Bollingen réduisaient le temps qu'il consacrait à ses travaux cliniques. Malgré les nombreux patients dont il avait la charge, il n'hésitait pas à prendre des congés. Bien qu'étant un fardeau auquel il fallait accorder la priorité, le travail en profondeur était crucial pour poursuivre son objectif qui consistait à changer le monde. En effet, si vous étudiez la vie d'autres personnages influents de l'histoire récente, mais également lointaine, vous remarquerez que le travail en profondeur était monnaie courante. L'essayiste du XVIe siècle Michel de Montaigne, par exemple, a préfiguré Jung en travaillant dans une bibliothèque privée qu'il avait construite dans la tour sud surplombant les murs de pierre de son château, tandis que Mark Twain a écrit une grande partie des aventures de Tom Sawyer dans une cabane de sa propriété de Quarry Farm à New York, où il passait l'été. Le repère de Twain était tellement éloigné de la maison principale que sa famille soufflait dans un cor pour l'avertir que le repas était prêt. Avançons dans l'histoire et prenons le réalisateur et scénariste Woody Allen. En l'espace de 44 ans, entre 1969 et 2013, il a écrit et réalisé 44 films, pour 23 nominations aux Oscars, rythme de productivité artistique absurde. Pendant toute cette période, Allen n'a jamais eu d'ordinateur, écrivant exclusivement sur une machine à écrire allemande Olympia SM3 et refusant toute distraction électronique. Allen est rejoint dans son rejet des ordinateurs par Peter Higgs, physicien, théoricien, qui conduit ses travaux dans un tel isolement que les journalistes ne sont pas parvenus à le trouver après l'annonce de son prix Nobel. J.K. Rowling utilise son ordinateur, mais l'auteur, quant à elle, s'était distingué par son absence des réseaux sociaux pendant l'écriture de ses Harry Potter, bien que cette période ait coïncidé avec l'avènement de la technologie et sa popularité auprès des personnalités des médias. L'équipe de Rowling a fini par ouvrir un compte Twitter à son nom à l'automne 2009, pendant qu'elle écrivait The Casual Vacancy. Et pendant 1 an et demi, le seul tweet qu'elle a posté disait « C'est bien moi, mais je crains que vous n'entendiez pas souvent parler de moi car le papier et le stylo sont ma priorité du moment. » Bien entendu, le travail en profondeur n'est pas limité aux figures du passé ou aux personnes souffrant de technophobie. Le PDG de Microsoft, Bill Gates, était connu pour mener des semaines de réflexion pendant lesquelles il s'isolait, souvent dans un cottage au bord d'un lac, afin de lire et de réfléchir à de grandes idées. C'est en 1995, à l'issue d'une semaine de réflexion, qu'il a écrit son célèbre mémo « The Internet Tidal Wave », le raz-de-marée Internet, Microsoft convoitant une start-up appelée Netscape Communications. Ironie du sort, Neil Stephenson, auteur cyberpunk qui a contribué à créer notre conception populaire de l'ère Internet, est presque injoignable par voie électronique. Son site web ne fournit aucune adresse électronique et comprend un essai expliquant pourquoi il rechigne à utiliser les réseaux sociaux. Voici comment il a expliqué son omission. Si j'organise ma vie de façon à bénéficier sans interruption de longs créneaux, je parviens à écrire des romans. Si je suis très souvent interrompu, qu'est-ce que j'ai à la place? Au lieu d'un roman qui existera longtemps, je me retrouve avec tout un tas de mails envoyés individuellement à des personnes. Il est important de mettre l'accent sur l'omniprésence du travail en profondeur chez les personnes influentes, car cela contraste violemment avec le comportement de la plupart des travailleurs du savoir, un groupe d'individus qui est en train d'oublier ce que peut apporter le fait d'approfondir les choses. La raison pour laquelle les travailleurs du savoir perdent le contact avec le travail en profondeur est bien connue. Les outils de réseau. Il s'agit d'une vaste catégorie qui englobe les services de communication comme les mails et les SMS, les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, et la montagne de sites d'infodivertissement comme BuzzFeed et Reddit.
En somme, l'avènement de ces outils, associé à la multiplicité des accès à ces derniers, par le biais de smartphones et d'ordinateurs, de bureaux en réseau, a fragmenté l'attention de la plupart des travailleurs du savoir. Une étude de 2012 menée par McKinsey a révélé que le travailleur du savoir passe en moyenne plus de 60% de sa semaine de travail à communiquer par voie électronique et à effectuer des recherches sur Internet, consacrant près de 30% de son temps rien qu'à lire et à répondre aux mails. Cette attention fragmentée ne saurait favoriser le travail en profondeur, lequel demande de longues périodes de réflexion ininterrompues. Pour autant, les travailleurs du savoir moderne ne lambinent pas. Ils disent en fait être sans arrêt occupés. Qu'est-ce qui explique cette divergence? Essentiellement un autre type d'effort pendant du travail en profondeur. Le travail superficiel. Tâche logistique non exigeante sur le plan cognitif, souvent exécutée en étant distrait. Ces efforts ont tendance à ne pas créer beaucoup de valeur et sont faciles à reproduire. Autrement dit, à une époque où règnent en maître les outils de réseau, les travailleurs du savoir remplacent de plus en plus le travail en profondeur par son alternative superficielle, qui consiste à envoyer et recevoir en permanence des mails en jouant le rôle de véritable routeur humain, avec des pauses fréquentes permettant des instants éphémères de distraction. Des efforts plus soutenus qui seraient bien servis par une réflexion profonde pour la conception d'une stratégie professionnelle ou la rédaction d'une demande de subvention importante se retrouvent morcelés en élans distraits d'une moindre qualité. Pour couronner le tout et compliquer les choses, il est de plus en plus prouvé que ce mouvement vers la superficialité n'est pas une tendance facilement irréversible. Si vous passez suffisamment de temps dans un état de superficialité trépidante, vous réduisez définitivement votre capacité à travailler en profondeur. Le net semble réduire petit à petit ma faculté de concentration et de contemplation, a avoué le journaliste Nicolas Carr dans un article d'Atlantic de 2008 souvent cité. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Carr a développé cet argument dans un livre, The Shallows, qui fut l'un des finalistes du prix Pulitzer. Pour écrire cet ouvrage, Carr s'est isolé, avec à propos, dans une cabane et s'est forcé à se déconnecter du monde. L'idée selon laquelle les outils de réseau font passer notre travail de la profondeur à la superficialité n'est pas nouvelle. Ce Shallows est simplement le premier d'une série d'ouvrages récents à avoir étudié l'influence d'Internet sur notre cerveau et nos habitudes de travail. Hamlet's Blackberry de William Powers, The Tyranny of Email de John Freeman et The Distraction Addiction d'Alex Sogun Kim Pang, tous s'accordant plus ou moins à dire que les outils de réseau nous distraient, alors que notre travail demande une concentration permanente, tout en diminuant notre capacité à rester concentré. Vu le nombre de preuves existantes, je ne vais pas consacrer davantage de temps à développer ce point. Nous pouvons, je l'espère, stipuler que les outils de réseau nuisent au travail en profondeur. Je mettrai également de côté les grands arguments sur la conséquence sociétale à long terme de ce bouleversement, dans la mesure où ils ont tendance à générer des désaccords irrémédiables. D'un côté se trouvent les technosceptiques comme Jaron Lanier et John Freeman, qui soupçonnent bon nombre de ces outils, tout du moins dans leur état actuel, de porter atteinte à la société, tandis que de l'autre figurent les techno-optimistes comme Clive Thompson, qui affirment que ces outils changent sans aucun doute la société, mais pour notre bien. Google, par exemple, diminue certes notre mémoire, mais nous n'avons plus besoin d'une bonne mémoire car il est possible de trouver instantanément ce qu'il nous faut savoir. Je ne prendrai pas position dans ce débat philosophique, je penche plutôt pour la thèse d'un intérêt bien plus pragmatique et individuel. L'orientation de notre culture du travail vers la superficialité, que vous jugiez cela philosophiquement bon ou mauvais, offre à la minorité, qui perçoit la possibilité de résister à cette tendance et tient à privilégier le travail en profondeur, une occasion en or du point de vue économique et personnel. Et cette occasion a été exploitée par un jeune consultant de Virginie qui s'ennuyait, Jason Ben. Il existe de nombreuses manières de mettre en évidence le fait que l'on ne génère aucune valeur dans notre économie.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.